Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps, ça fait quelques mois que j'ai plus fait de vidéo, mais vous savez, je fais partie de ces gens qui veulent tout faire, qui veulent tout essayer, qui vont jusqu'au bout des choses qu'ils veulent faire, qu'ils ont prévu de faire, mais qui le font lentement. Donc voilà, moi je vais continuer de faire des vidéos, je vais continuer d'en faire de temps en temps, parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je veux partager avec les gens qui sont passionnés par ça. Mais voilà, de temps en temps, plutôt à un rythme qui me convient assez bien, plutôt que de le faire de façon soutenue. Donc voilà, c'est parti. Après la volerie des aigles de la dernière fois dans le Bas-Rhin, cette fois on retourne dans le Haut-Rhin. Vous connaissez tous le Grand Ballon? Bah il est juste là. On est quasiment au sommet de la plus haute crête des Vosges qui culmine à 1424 mètres. Mais c'est pas là que je vais vous emmener. Alors vous connaissez peut-être tous le nom du Grand Ballon évidemment, vous connaissez peut-être le Molkenrain devant moi, vers là-bas. Mais entre les deux, il y a un endroit un petit peu insolite, c'est le château du Fronstein. Alors je dis château, c'est un grand mot, hein, c'est plutôt des ruines de château, il reste plus grand chose. Mais voilà, j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a deux choses assez surprenantes qui concernent ces lieux. Déjà, c'est le château le plus haut de toutes les Vosges, que ce soit en Alsace, que ce soit dans le département des Vosges. Toutes les montagnes des Vosges, c'est le plus haut. Ensuite, concernant l'aspect stratégique ou administratif, c'était un château qui à l'époque possédait 2 propriétaires. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez atypique. Mais on va voir ça en détail un petit peu plus tard, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Comme d'habitude, je commence ma vidéo avec un plan sur lequel on voit en arrière-plan l'endroit que je vais filmer, l'endroit où je vais aller. Donc là, il est juste ici. Ouais, vous inquiétez pas, là on le voit pas parce qu'il est derrière les crêtes, il est derrière les arbres, mais il est bien présent derrière moi. C'est la première fois que je viens ici, vraiment sur les lieux des ruines du Fronstein. Évidemment, j'étais déjà dans les alentours, vu que je fais pas mal de randonnées, hein, donc au Grand Ballon, au Vieil Armand, au Molkenrain, etc., tout ce qui concerne cette zone. Mais vraiment sur les ruines, sur le site des ruines, j'étais jamais, donc je vais vraiment découvrir les lieux en même temps que vous. Situé sur la crête des Vosges, entre 2 vallées, celle de la Thur et la vallée de la Laure, vous allez voir que l'endroit a subi pas mal d'événements, notamment des catastrophes naturelles et puis évidemment des événements historiques qui ont tout chamboulé. Et l'endroit n'a pas seulement servi de château fort pour la défense, non, il a également servi d'observatoire militaire par son aspect stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Je suis en plein sur la route des crêtes là, c'est pas du tout dangereux. Mais bon, en même temps il est 8 h du matin, il n'y a vraiment personne là, il n'y a pas un chat, il y a quelques oiseaux. Je suis vraiment tranquille là, c'est juste parfait pour filmer. Enfin bref, j'ai assez blablaté, maintenant passons à l'action. J'étais justement en train de dire qu'il n'y a pas de voiture et là il y en a juste une qui vient de passer et en même temps il y a eu un avion qui a fait un de ces bruits pas possibles. Enfin bref, l'introduction a assez duré, je vais laisser place à l'action, je vais vous montrer les lieux comme d'habitude, vous parler de l'histoire, des personnages historiques, des événements qui se sont passés, des catastrophes naturelles qui ont tout chamboulé. Donc allons voir ça un peu de plus près. Alors enfilez votre doudoune parce qu'on est quand même à quasiment 1000 mètres d'altitude, il fait un petit peu froid. J'ai sorti mes habits de randonnée là, donc moi je suis assez équipé. On y va? Allez, c'est parti! Comme dit tout à l'heure, le Fronstein est le plus haut château fort d'Alsace, perché sur un rocher qui culmine à 927 mètres d'altitude, au bord de la route des crêtes, sur le territoire de la commune de Golbach-Altenbach. À une dizaine de kilomètres se trouve la ville de Thann et une vingtaine de kilomètres Cernay et Guebwiller. L'accès au château n'est possible qu'à pied par le sentier de grande randonnée GR5, balisé par un rectangle rouge, soit depuis la route D431 par une prairie au pied du château, près de la ferme auberge du Fronstein, soit depuis le col Amic. Et non, le col Amic n'a rien à voir avec une boisson sucrée, c'est le col qui s'appelle Amic, oui. Mais bref, faisons un petit bond dans l'histoire pour comprendre l'origine de ce château, en commençant par la fin du XIIIe siècle. En fait, quand t'es monté jusque là, il fait chaud quand même. Construit en 1297, donc à la fin du XIIIe siècle, le château possédait 2 propriétaires, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. L'évêque de Strasbourg et l'abbaye de Murbach, qui se situe juste dans la vallée de Guebwiller à côté. En fait, ce château a été construit à la frontière entre l'évêché de Strasbourg et justement l'abbaye de Murbach. Et donc c'est en 1297 qu'il aurait été inféodé, c'est-à-dire qu'il aurait été donné en fief.
à une famille noble de Guebwiller connue sous le titre de Waldner von Fronstein. Oui, donc les noms allemands, hein. Je précise encore une fois que, comme dans mes autres vidéos, qu'à ce moment-là, l'Alsace appartenait au grand Saint-Empire romain germanique, et donc elle n'était pas française, mais elle était allemande. Donc cette famille de ministériaux, donc c'était un titre de noblesse du Xe au XIIIe siècle, avait pour but de garder les terres et particulièrement les forêts de la grande et imposante abbaye de Murbach. Alors les frontières, donc on voit le grand ballon juste ici, on voit toute la crête, et juste l'autre côté, on arrive dans la vallée de Guebwiller, et donc à la limite des frontières de l'abbaye de Murbach. Il faut savoir une chose, c'est que officiellement aujourd'hui cette famille est toujours propriétaire des lieux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare encore depuis 1297. Il n'y a eu qu'une seule famille qui a vécu dans ce château, c'était les Fronstein. Et donc ça fait plus de 700 ans en fait que officiellement cette famille est toujours propriétaire des lieux. La famille de Fronstein était donc vassale des propriétaires officiels du château. En gros, elle cède les terres aux propriétaires et les propriétaires le rendent aux vassals en tant que fief. Bon, j'admets, c'est un peu compliqué, mais ce partage de propriété avait quand même un sacré avantage. Puisque le château a pu bénéficier pendant longtemps d'une grande liberté, d'une grande indépendance, chacun ne cherchant pas à marcher sur les plates-bandes de l'autre. Je fais quand même une petite parenthèse pour parler de la famille alsacienne Waldner de Fronstein, qui était quand même une grande famille chevaleresque. C'est une famille dont on a entendu parler depuis les années 1230-1235, et à partir du XIVe siècle, donc ils ont été au service de plusieurs propriétaires, notamment les évêques de Strasbourg, de Bâle, la famille des Habsbourg, ou encore même les rois de France par la suite. Et de Mulhouse en 1515, oh putain... Il y a un avion accepté comme bourgeois de Bâle en 1450, d'Arro en Suisse en 1547 et de Mulhouse en 1615, elle fut admise aux honneurs de la cour en 1755. Donc les honneurs de la cour, c'est juste un cérémonial pour les grandes familles, les très vieilles familles nobles en fait, un petit peu comme les chiens de race qui sont inscrits au LOF. C'est un peu pareil. Les Waldner de Fronstein possédaient une fortune considérable. On ne sait pas exactement comment, mais elle était considérable. En même temps, ils possédaient un nombre de châteaux tout aussi considérable. Près d'ici, on peut citer le château du Hartmannswillerkopf, le château de Berwiller, d'Olwiller, de Schweighouse près de Thann, de Sirens dans le Sundgau, etc., etc. L'état du site s'est progressivement altéré depuis le début du XIVe siècle, et s'est gravement dégradé suite à un séisme qui a eu lieu à Bâle en 1356. Mais les gros problèmes arrivent plus tard, car après la colère de la terre, ce sont les querelles entre les hommes qui vont démarrer. Déjà en 1441, 2 bouchers mulhousiens sont détenus au château à la suite d'un litige avec le noble Zurain, une autre famille noble germanique. C'était une véritable provocation, et le château a été assiégé par les Mulhousiens afin d'obtenir la libération des captifs. En 1490, un litige éclata cette fois entre la famille Fronstein et l'évêque de Strasbourg, ce qui a provoqué un second siège mené entre autres par les habitants de Soultz, ville dans laquelle l'évêque possède le château de Buschneck, qui est aujourd'hui un musée. Cette fois, après la première catastrophe naturelle, oui, parce qu'il y en aurait une autre après, et donc après le séisme et les premiers conflits humains, cette fois ce sont les paysans qui vont se révolter. En 1525 a débuté une guerre qui s'appelait la guerre des paysans, ou la guerre des Rustots, qui fait référence tout simplement aux révoltes des paysans qui a eu lieu à cette période dans le Saint-Empire romain germanique, au début du XVIe siècle, plus précisément de 1524 à 1525. Et donc forcément l'Alsace est touchée de plein fouet par ces révoltes. En gros, les paysans voulaient conserver le vieux droit traditionnel, l'ancien droit, plutôt que le droit qui venait des Romains en fait, que les seigneurs de l'époque essayaient d'instaurer. Donc forcément les paysans n'étaient pas contents et le château du Fronstein n'a pas échappé aux révoltes. Des armées entières de paysans se sont formées et puis une d'elles est venue et a incendié le château. Ouais. Bref, il sera reconstruit assez rapidement, 4 ans après, donc en 1529, mais malheureusement il connaîtra un très court répit parce que le 17 août 1562 arrive la deuxième catastrophe naturelle et le château est frappé par la foudre. L'incendie a été visible pendant plusieurs jours dans toute la plaine d'Alsace. En même temps, on est à presque 1000 mètres d'altitude, donc bon, c'est pas très étonnant. Bref,
Malgré sa situation assez isolée en pleine montagne, c'était quand même vachement animé ici. Après avoir été encore une fois restauré vers le milieu du XVIe siècle par les Wallner de Frunstein, les lieux seront finalement et définitivement abandonnés par la famille peu de temps après, justement à cause de l'isolement et des conditions assez rudes de la montagne. On se rend pas forcément compte, là il fait super beau, il n'y a pas de vent, le temps il est vraiment parfait. Mais je pense qu'en hiver ça doit pas forcément être facile, rien que pour chauffer le château. Imaginez juste rien que pour chauffer les pièces, avec le vent qui fouettait les murs, le froid glacial de la montagne, de la haute montagne à quasiment 1000 mètres d'altitude. Ça devait pas forcément être évident de vivre dans ces conditions. Bon après tu vas me dire, il y a quand même pire que de vivre dans un château fort. Mais voilà, les Frunstein ont préféré quitter les lieux pour aller vivre définitivement dans leur château en plaine d'Alsace. L'histoire du château aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur sa position stratégique. Et oui, situé tout près du Vieil Armand, et donc de la ligne de front, pendant la Première Guerre mondiale, le Frunstein va reprendre du service et sera mis à profit comme poste d'observatoire militaire de l'armée française. C'est dans ce contexte que ces meurtrières furent agrandies, pour pouvoir bénéficier d'une meilleure vue sur l'ennemi. Après avoir été bombardé à plusieurs reprises durant 3 longues années par l'armée allemande, le château est sévèrement détruit. Il ne restera donc plus grand chose des vestiges médiévaux. Comme on peut le voir, ce plan ne s'intéresse pas à la ruine en elle-même, mais plutôt aux fortifications françaises de 14-18. On peut apercevoir les 2 abris des observateurs, le numéro 1 orienté vers le Vieil Armand, côté sud-est, et le numéro 2 orienté vers Soultz, côté est. Là actuellement je me trouve dans l'ancien donjon qui servait aussi de logis, donc de lieu d'habitation. Et en fait c'est à peu près tout ce qui reste des ruines aujourd'hui, ce pan de mur qu'on peut voir avec les différentes ouvertures. Une ouverture ici qui donne directement sur le village de Goldbach et sur le grand ballon un peu plus haut. Mais voilà, entre les litiges, les catastrophes naturelles, l'érosion, finalement il reste plus grand chose à part quelques pans de murs et quelques ruines éparpillées par-ci par-là. Et certaines galeries qui ont été creusées à l'époque et même du coup durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs il y en a une juste ici. Une galerie qui mène vers je sais pas où. Mais on va aller voir ça. Quant à l'escalier d'accès qui servait à l'époque à arriver à la basse-cour et au château directement, celui-là il est rapidement devenu inutilisable avec l'érosion, avec le temps. Les marches étaient très petites, il était très raide. Celui-là il sera jamais restauré et deviendra définitivement inutilisable à la fin des années 1970. Donc l'endroit est quand même assez périlleux, hein. Si vous voulez venir avec vos enfants, surveillez-les. Mais franchement ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le coup, hein. On a une superbe vue à 360 degrés sur la plaine d'Alsace. Le Vieil Armand. La ferme auberge du Frunstein avec le Molkenrain derrière. Toute la vallée de Thann avec les crêtes derrière. Le Tanner Rubel, le Xang. Le grand ballon. Et toute la forêt de la vallée de Guebwiller. C'est vraiment un endroit qui vaut la peine de venir. Voilà où sont les ruines aujourd'hui. Donc ce château, comme sûrement beaucoup d'autres, aura définitivement pas été épargné, ni par les hommes, ni par la nature. Je crois que j'ai trouvé le bout de la galerie. Ben là, faut grimper un petit peu, hein. C'est bien ça. Et donc là j'ai bien la preuve d'après mes recherches et le plan que j'avais trouvé qu'il s'agit bien d'un reste des fortifications de l'abri qui avait été construit à la Première Guerre mondiale. Parlons un peu architecture. Le château a été bâti à l'époque selon un plan quadrangulaire, donc avec 4 angles, sur un gros rocher de granit.
Les murs du château sont construits en moellon de Grauwacq. Grauwacq. Je ne sais pas comment on dit ce mot. Mais bref, c'est une roche détritique qui était assez tendre à travailler pour les murs. Et concernant les ouvertures à chambranle, qui devaient être plus résistantes que tout le reste, elles étaient en granit. Donc c'est simple, hein. Bâti sur un rocher de granit, on avait directement la matière première sur les lieux. Bâti en tant que château fort, le château du Fronstein, même à l'apogée de sa période, restait quand même un château assez sommaire, assez rudimentaire d'un point de vue architectural. L'édifice a été classé au titre de monument historique le 27 avril 1922. Et plus récemment, le secteur a été classé en ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunostique et floristique. En gros, c'est un endroit inventorié en raison de son caractère remarquable, aussi bien pour la végétation que pour son activité humaine avec ses pâturages ou encore son statut de propriété, la partie la plus intéressante étant toujours propriété des Fronstein, le reste appartenant aux communes de Goldbach, Altenbach et Sulz. N'oublions pas aussi de préciser que le Fronstein fait bien sûr partie du tout nouveau chemin des châteaux forts d'Alsace, inauguré en octobre 2017. Une petite balade très sympa de 450 km qui inclut 80 châteaux. Je viens de trouver un superbe bâton qui date de l'époque médiévale. On voit qu'il a été taillé par l'homme. Si vous voulez vous rendre sur les lieux, c'est simple, il y a plusieurs chemins. Vous pouvez passer soit par la route des Crêtes directement, en passant d'un côté par le Colamic, ou alors de l'autre côté par le Vieil Armand. D'ailleurs, vous passerez par cette superbe ferme auberge du Fronstein là-bas. Je vous la conseille. Pour arriver sur la route des Crêtes, vous pouvez monter soit par Villers-sur-Thur, dans la vallée de la Thur, ou alors vous pouvez monter par le côté plaine d'Alsace, donc soit par le village de Wunheim, près de Guebwiller, ou alors vers Cernay, par Uffholz, ou alors par Wattwiller. Oui, c'est bien là où il y a l'eau de Wattwiller. Une fois la voiture garée, soit du côté ferme auberge du Fronstein, soit du côté Colamic, là vous avez juste un petit sentier de terre à prendre à pied qui dure 10 à 15 minutes environ. Et après avoir gravi les anciennes marches, l'ancien escalier qui n'existe plus, ben c'est quand même accessible hein, pour les marcheurs, et bien là vous êtes directement sur le site. J'ai trouvé un petit bonus pour vous, une légende que j'ai trouvée sur internet concernant le château du Fronstein. Alors je ne sais pas si c'est une légende fondée, une légende qui vient réellement de l'histoire de l'époque, ou c'est juste quelqu'un qui a écrit une histoire sur ces lieux, sur le château. Mais voilà, en tout cas, je voulais la partager dans cette vidéo, je la trouvais pas mal. Oyez, oyez! Situé sur la route des Crêtes, près du Vieil Armand, il y a bien longtemps, le jeune chevalier de Geroldsek, oui donc le gars il s'appelle Geroldsek, ok, poursuivait de ses assiduités la fille du comte de Fronstein. La demoiselle, qui avait promis son cœur à un autre prétendant, resta cependant insensible à ses avances. Dépité, il décida de l'enlever de force et de l'épouser. C'est comme ça. Avec une troupe valeureuse, le chevalier prit d'assaut le château de Fronstein et fut sur le point de se saisir de la jeune fille, lorsque celle-ci, préférant la mort au déshonneur, monta avec son père sur leur cheval blanc pour se précipiter dans le vide. Quelquefois encore, quand minuit sonne, le voyageur attardé peut distinguer le pas ou le hennissement d'un cheval. C'est le comte Waldner de Fronstein et sa fille qui, sur leur blanche monture, galopent autour des ruines. Fuyant toujours et inlassablement l'infatigable chevalier de Geroldsek, qui, sans pouvoir jamais l'atteindre, poursuit sa bien-aimée. Donc là où je me trouve, il y a un fantôme d'un cheval, d'un chevalier, d'un père et de sa fille. C'est une belle histoire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je suis super content, c'était vraiment une bonne expérience. Oui, j'ai enlevé ma veste et mon bonnet parce que j'avais trop chaud. Je suis vraiment content, c'était vraiment une bonne expérience, j'ai découvert un endroit où j'étais jamais. Et en plus, le temps était vraiment parfait, donc franchement, c'était super.
Un grand merci à toi, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante et que vous aurez appris des choses. Pour moi, c'est le plus important, partager ce que je sais, ce que je viens d'apprendre. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook. Je mets de temps en temps des articles et puis quelques nouvelles publications. Vous verrez également s'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et n'hésitez pas surtout à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche à côté. Ça vous permettra de voir quand je sortirai une vidéo. Vous pouvez également me trouver sur Instagram, je mets souvent des photos, sur Twitter et sur Snapchat, un petit peu moins, mais quand même présent. Donc voilà, encore un grand merci et surtout, continue de t'intéresser à l'histoire, à la culture, à l'aventure et surtout, quand tu peux te rendre sur place, n'hésite pas, fonce, vas-y. C'est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus intéressant que de simplement lire sur internet ou dans un livre. Même si c'est déjà bien, c'est beaucoup plus enrichissant de voir les lieux par soi-même. Allez, je te dis à très bientôt, bye! Je viens de trouver le bout de la galerie.